Nous allons démarrer plusieurs quotidiens titrés sur la même information. L'information principale qui démarre cette semaine, il s'agit de la nouvelle coalition des partis politiques et mouvements de l'opposition. Il y a par exemple le Figaro qui titre ce matin « Présidentielle de 2026, le mariage incestueux de l'opposition ». Hugues Hector. Oui, le Figaro national se retrouve dans son rôle quand il parle de mariage incestueux. C'est sans aucun doute en référence au parcours politique de la quasi-totalité de ces acteurs-là qui se retrouvent une fois encore aujourd'hui pour nous faire comprendre qu'ils se retrouvent au sein d'un creuset et que l'objectif fondamental, c'est de combattre le régime en place porté par le président de la République, Patrice Talon, en vue de lui arracher le pouvoir d'État. Quand on regarde un peu l'environnement et ceux-là qui se sont réunis hier, on a des têtes de pont, en l'occurrence Éric Rondeté, un honorable député qui, de par le passé, avait énormément travaillé à combattre, par exemple, le mode de gouvernance du président Boni Yayi, ancien chef d'État de notre pays, le Bénin. Malheureusement, les données ne sont plus les mêmes et il se retrouve aujourd'hui à travailler aux côtés de celui-là même qu'il a énormément combattu hier. Quand vous suivez, quand vous prenez les archives et vous suivez un peu les différentes déclarations qui ont été faites par l'honorable Éric Rondeté, au moment où il se retrouvait à l'Assemblée nationale, surtout en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, vous vous rendez compte que de tout temps, il a fait relever beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne le mode de gouvernance adopté par l'ancien chef d'État Boni Yayi. Et voilà, du jour au lendemain, quelqu'un qui se retrouve encore avec celui qu'il avait combattu hier, non pas la personne de Boni Yayi, mais le mode de gouvernance. Alors, on peut se poser tout de suite la question de savoir, est-ce que ce que nous faisons par moment, c'est effectivement pour le bien de la République? Est-ce que c'est effectivement par conviction? Ou bien nous le faisons juste parce qu'il faut démontrer que nous sommes là? Vous avez d'autres acteurs, en l'occurrence également Daniel Eda, qui n'était pas du tout d'accord avec la façon dont l'ancien président Boni Yayi se comportait, comment il gérait le pays, mais qui subitement se retrouvent encore dans le même creuset. Et ce sont ceux-là qui se mettent ensemble, disent-ils, pour créer ce que nous avons découvert subitement hier, qu'il s'agit d'une coalition de l'opposition. Et l'objectif de cette coalition-là, c'est de pouvoir faire partir le président Patrice Talon. C'est tout à fait normal. J'ai suivi des déclarations assez tendancieuses. Je ne veux pas revenir dessus, mais je me dis jusqu'à preuve du contraire, notre chef d'État actuel sait qu'il est à la fin de son deuxième mandat constitutionnel et que par conséquent, en 2016, il doit pouvoir permettre à ce que nous vivons dans notre pays ce qu'on appelle l'alternance. Depuis 1990 où on a commencé... 2026. 2026, merci. Et depuis 1990 où on a commencé par parler de renouveau démocratique, nous n'avons pas encore eu un chef d'État qui se soit permis de vouloir faire un troisième mandat à la tête de notre pays, par exemple. Tous ont fait l'effort de respecter notre loi fondamentale. Donc pour moi, il ne doit normalement pas avoir un débat autour de est-ce que Patrice Talon doit partir ou est-ce qu'il ne doit pas partir. Donc, je trouve qu'au cours des rencontres du genre, en l'occurrence celle organisée hier par l'opposition, ce sur quoi les acteurs devraient le plus tabler, c'est pas il faut forcément faire partir de gré Patrice Talon. Non. Ce qui doit rester leur priorité au sein de l'opposition, c'est de pouvoir nous dire qu'est-ce qu'il nous propose. Qu'est-ce qu'il nous propose comme démarche
de mode de gouvernance, par exemple, quand l'opposition arriverait à gagner le pouvoir. Parce que c'est une très bonne chose que vous ayez confié le pouvoir à l'opposition ou à la mouvance. C'est ce que la personne ou ce que le mouvement ayant travaillé à faire élire le chef de l'État vous propose comme mode de gouvernance. C'est ça qui est le plus important. Incestueux, oui, je partage l'avis de l'organe de presse Le Figaro National. Maintenant, on peut revenir sur la question fondamentale de savoir est-ce que l'opposition a le droit de pouvoir se réunir pour effectivement parvenir à faire référence, je dirais, à ce qu'on appelle coalition. L'opposition a ce droit-là. C'est le droit légitime pour les classes de l'opposition, que ce soit les partis politiques, les mouvements politiques de l'opposition, de parvenir effectivement, d'une manière ou d'une autre, à se mettre ensemble pour combattre celui qui aujourd'hui se retrouve à la tête de notre pays, c'est-à-dire le président Patrice Talon, et chercher à lui arracher le pouvoir d'État. C'est légitime. C'est légitime, il n'y a pas une loi qui l'interdit aujourd'hui dans notre pays. Donc, c'est une très bonne démarche. Mais malheureusement, ce sont les acteurs qui se retrouvent derrière ces partis-là qui me posent le problème. Ceux qui se retrouvent derrière ces mouvements-là, parce que des gens qui hier n'étaient pas du tout d'accord avec comment est-ce qu'ils géraient le pays, se remettent encore ensemble pour dire qu'ils veulent combattre celui qui est là. Pour moi, il y a un problème d'éthique. Et parfois, on se pose la question de savoir est-ce que l'éthique et la morale ont réellement... N'est-ce pas parce que, tout simplement, les intérêts aujourd'hui se rejoignent? Oui, les intérêts, peut-être sur le plan politique, on peut se permettre de dire... Les visions se rejoignent aujourd'hui? Non, vous ne pouvez pas, on ne pourra pas parler de vision. Parce que quand je prends Éric Rouleté, quand je suis la plupart de ces déclarations, je préfère le prendre comme quand même une figure de référence. Représentative. Oui, une figure de référence. Éric Rouleté, peu importe que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition, vous pouvez quand même admettre que c'est un acteur politique qui peut apporter énormément de choses au débat politique dans notre pays. Maintenant, quand vous regardez cet acteur-là et ceux qui sont derrière, ça me pose un véritable problème. Je dis, comment est-ce qu'il est arrivé à se retrouver dans cette coalition? Roland Tonei-Ikes, nous l'avons souvent décrié ici, sur ce même plateau, cette manière de se taire, le silence de l'opposition, voilà, une preuve qu'en réalité, ils étaient en train de travailler. Et leur sortie d'hier vient confirmer cela, vient le prouver. Quelle est votre lecture de cette coalition des différents partis de l'opposition et en quoi cette mise ensemble des différents partis serait bénéfique pour la lutte. Voilà, pour cette lutte-là. Alors moi j'ai de tout temps souhaité que les partis d'opposition se mettent ensemble, quoique on sait très bien que parmi ces partis d'opposition, il y a ceux que j'ai tout le temps appelés les faits valoir. Ça, c'est moi qui le dis, je l'assume toujours. Il y a des partis d'opposition qui malheureusement ont joué le rôle de faire valoir pour valider quelques élections. Mais au-delà de tout, on ne peut pas aller en rang dispersé et combattre le système en place. C'est une machine solidement mise en place. Et donc, si vous n'avez pas une convergence d'idées et vous ne vous mettez pas ensemble, c'est que vous allez en rang dispersé. Il n'est pas, en tout cas, sûr que vous gagnez les élections. Alors, ceci étant, moi, je crois que je vais revenir sur quelques aspects abordés par mon cher frère Hugues Zego, qui parle de... Pourquoi ce mariage serait-il incestueux? Voilà, qui confirme, qui donne raison au Figaro National, disant que c'est un mariage incestueux. Si le cas de concertation de l'opposition aujourd'hui est un mariage incestueux, cela suppose que de tous les deux côtés, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, alors il y a des mariages incestueux. Je m'en vais citer 4 exemples. Alain Orunla, maître avocat de Sébastien Djavon, qui a attaqué tout le temps le régime de Patrice Talon, l'a traité de tous les noms, mais qui, du jour au lendemain, est devenu ministre de la communication de Patrice Talon et qui est devenu aujourd'hui préfet du littoral. Comment on peut expliquer cette affaire? Je prends Irénée Agossa, qui a fait une conférence de presse avant 2016 pour dire que la candidature de Patrice Talon est une menace pour le peuple béninois. Il est aujourd'hui dans la mouvance présidentielle. Encore qu'en 2021,
il fait partie de ces formations, de ces candidats sortis de nulle part pour valider en quelque sorte l'élection 2021. Je n'ai pas fini. Frédéric Benzin, et comment vous l'appelez maintenant, Fred Renaud, les jeunes fous de la fous du roi à l'époque, qui ont attaqué Patrice Talon de tous côtés, mais qui aujourd'hui sont dans la mouvance présidentielle. Des exemples, il y en a plein. Cela suppose que quoi? La politique au 229 au Bénin, c'est une question d'intérêt, pas d'idéologie, de conviction. Je l'ai toujours chanté. Pour dire quoi? Dès lors que les gens se mettent ensemble, de côté de l'opposition, reconnaissons que c'est peut-être leurs intérêts qui les guident. Justement, c'est la question que je posais tout à l'heure. Donc pour dire quoi? Pour dire que si on est d'accord que alors, ce cadre de considération de l'opposition était un mariage incestueux, il y en a de l'autre côté également. Il y en a. Il y a des noms que je peux citer encore, qui sont des postes de responsabilité. Donc on est très bien aujourd'hui. Pour vous dire que on ne va pas s'attarder sur ça. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils nous proposent. Et je suis heureux qu'ils reviennent sur cet aspect. Ils se mettent ensemble. Pour quel idéal? Pour quelle conviction? Ils parlent prioritairement de la révision du code électoral. Oui, la révision du code électoral, je vous ai toujours dit. Moi, je relève aussi des insuffisances dans le code électoral. Et ça, c'est ma position. D'autres journalistes peuvent venir dire que c'est le meilleur code que nous n'ayons jamais eu depuis 1990. Chacun est dans sa position, défend selon sa compréhension, selon le prisme sur lequel il prend ce code électoral. Mais ce que je veux dire, j'ai toujours dit que les opposants, au lieu de ne pas passer du temps à dire révisons ce code électoral, sachant que vous avez une machine redoutable en face de vous, préparez un plan B, un plan C, pourquoi pas jusqu'à Z. Pourquoi? Parce que si le code n'était pas modifié, relu, vous faites quoi? Qu'avez-vous prévu? Le plus important, c'est d'aller sur le terrain, de travailler. Et j'estime véritablement que quand vous prenez ces formations politiques, aujourd'hui qui se mettent ensemble, je ne vais pas être mauvais prophète. Parce que hier, on connaît l'alliance Wologuédé, quelle a été la suite? L'Union fait la nation, quelle a été la suite? Il se fait que pour des intérêts du moment, on est d'accord peut-être à se mettre ensemble. Encore que là aussi, souffrez que je dise, dans leur sein, il peut toujours y avoir des taupes qui, à la seconde près, filent les bonnes informations à aucun d'en face pour continuer à gagner les élections ou à prendre le dessus sur eux. Donc j'estime que véritablement, on va pas, moi je vais pas aller dans le sens du figurant national pour dire que c'est un mariage incestueux. Si c'est un mariage incestueux, c'est que de l'autre côté aussi on doit avoir les mariages incestueux. Et d'ailleurs même depuis 2016, alors ça veut dire que le chef de l'État qui est le mari national s'est mis ensemble, en tout cas avec plusieurs femmes avec lesquelles il ne devait pas se mettre ensemble. Et donc il a contracté depuis 2016 assez de mariages incestueux. Et pour une première fois, les autres veulent aller marcher dans le parc. Puisque, je prends l'autre exemple simple, Madame Massi, qui parle de hors-la-loi pour ce cas de considération. Justement, ça, oui, mais écoutez, la loi fondamentale, en tout cas, les nouvelles lois au Bénin interdisent les alliances. Mais les lois n'interdisent pas les cadres de concertation. Ils ont bien appelé ça cadre de concertation. Ils n'ont pas parlé d'alliance. Parce qu'il faut voir le choix des mots. Mais ce Badamassi, on l'a vu en 2016. Il était à Djavon. Il a fait la campagne pour Djavon. Mais est-ce qu'il a attendu qu'on donne les résultats avant qu'il ne court pour aller chez Patrice Talon pour lui déclarer son soutien pour le second tour? C'est pour vous dire que le mariage incestueux se trouve de tous les côtés. Et cela montre réellement le niveau de compréhension, mais le niveau de combat politique de nos acteurs politiques. Sont-ils véritablement là pour le peuple ou bien ils sont là pour leurs intérêts du moment? Et j'estime qu'on va attendre les prochains jours pour voir si ce cadre pourra faire quelque chose. Et je le dis au haut et fort, c'est dire qu'il ne suffit pas pour eux de se mettre ensemble pour dire on veut faire partie Patrice Talon du pouvoir, mais nous nous mettons ensemble pour proposer un idéal au peuple béninois. Parce que si vous relevez des insuffisances du pouvoir en place, vous devez pouvoir avoir des arguments et faire des propositions assez concrètes et dire, oui, à ce niveau, voilà ce qu'ils ont fait. Nous ne sommes pas d'accord. Et voilà à ce niveau ce que nous aurions souhaité qu'on fasse. C'est vrai que le vendredi dernier, nous, on a évoqué la question sur le fait qu'il n'est pas... je n'avais pas suivi sur le fait, leur déclaration qui, après, en tout cas,
les déclarations qui ont précédé le vote du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. J'ai pu suivre après, chacun d'eux a détaillé, et c'est assez convaincant. Ça propose, on comprend pourquoi ils font ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce cadre doit réfléchir sur des propositions. J'ai vu un peu des coupures de leurs déclarations partagées sur les réseaux sociaux hier. Je dis, au-delà du discours, il faut qu'ils aillent dans les actes, aller convaincre les Béninois qui ont été indécis, qui se sont abstenus de voter. C'est sur le terrain que se trouve le travail, avec un argument qui convainc. Merci. Hugues Hector. Oui, je voudrais rapidement rebondir pour dire que tout à l'heure, dans mon intervention, je parlais de Éric Ondété, en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. C'était bien sûr le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pour vous dire quand même le rôle assez important qu'il a eu à jouer à la tête de cette institution-là quand le président de l'Assemblée nationale n'était pas là. Alors, revenant sur la question du code électoral, qui reste pour l'opposition de tout temps un combat, je me permets de dire que l'opposition a raison. C'est légitime. C'est légitime. Mais parfois, il y a des combats qui sont perdus d'avance. Pourquoi pensez-vous que c'est un combat perdu d'avance? Très bien. J'ai l'impression que cette opposition se refuse d'accepter ce qui est... La réalité? Oui, la réalité. Vous aviez vu, il y a quelques semaines en arrière, au niveau de la Sénat, l'institution qui organise les élections, cette institution-là a commencé par communiquer autour de ce code électoral-là. Cette institution a commencé par rencontrer plusieurs acteurs pour leur dire voici effectivement ce qui est mis dans ce code électoral. Mais on ne va pas prendre l'argent du contribuable béninois au niveau de la Sénat, mettre dans ce genre de communication, dans ce genre de formation, et du jour au lendemain, s'attendre encore à ce que ce soit encore cette même institution qui prenne le devant et dire par la suite, oui, ce qu'on vous a fait comprendre il y a quelques 2 ou 3 mois, nous ne sommes plus en mesure de le mettre en application pour les élections de 2026. Parce que n'oubliez pas, la plupart de ceux-là qui sont aujourd'hui au niveau de la Sénat, c'est des gens qui soutiennent le président Patrice Talon. Donc si la Sénat est en train de foncer droit avec ce code électoral, ça veut dire que quoi que vous fassiez, le calendrier est bien pensé, on sait qu'on ne reviendrait plus en arrière. Ça coûte quoi alors à l'opposition? Si elle veut effectivement gagner les élections de 2026, en l'occurrence les élections présidentielles, et arracher le pouvoir d'État des mains du président Patrice Talon, ça lui coûte quoi? De chercher d'autres alternatives et oublier ce code. Puisque le code même pour la mouvance, quand vous prenez la peine de parcourir correctement le code, vous vous rendez compte que même pour la mouvance, ce n'est pas encore si aisé de remplir toutes les conditions. Donc ça voudrait dire que le piège dont on parle, le piège guette à la fois la mouvance et il faut le reconnaître, la mouvance a quand même des avantages sur l'opposition. Non, non, la mouvance n'a aucun avantage. La mouvance se retrouve avec combien de partis politiques? Nous avons combien d'acteurs au niveau de l'opposition? Vous croyez qu'un candidat de l'opposition pourrait facilement se faire parrainer par les députés de la mouvance? Facilement? Non, ce n'est même pas possible puisque la loi l'interdit. La loi l'interdit. Si vous êtes député de la mouvance, vous ne pouvez pas parrainer un présidentiable qui vous a été proposé au titre de l'opposition, vice-versa. Mais tel que le code... Il peut avoir des démissions. Non, 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 ce n'est même pas possible. C'est-à-dire qu'en l'état des tests, celui qui est... on peut espérer ne pas avoir au-delà d'un seul duo de candidature pour l'opposition. Par contre, du côté de la mouvance, on peut en avoir. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que l'opposition puisse penser tout de suite que les jeux sont pliés, les cartes sont pliées. Non. Parce que, vous avez vu, Patrice Talon, il a géré ce pays sur des réformes. Et vous connaissez très bien le regard des Béninois, en tout cas la quasi-totalité, vous connaissez leur regard sur ce qu'on appelle les réformes.
Quand nous prenons par exemple les questions de droits de l'homme, ce n'est pas en l'avantage de Patrice Talon. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui à l'opposition de surfer sur ces données-là et de rechercher effectivement des présidentiables qui pourront recevoir l'assentiment de la majorité des Béninois? Je vous ai donné le cas de Éric Oundété. Même dans la mouvance aujourd'hui, vous parlez de Éric Oundété, on vous dira c'est quelqu'un pour qui on a du respect. Mais par contre, il y a d'autres acteurs sur qui on ne peut pas du tout compter. Donc, en fait, pour moi, c'est là où le grand jeu de l'opposition va se jouer. Il ne faudrait pas que l'opposition, à un moment donné, se dise « Oui, nous sommes en train de partir sur une base où la mouvance a déjà un grand pas sur nous. » On est en train de parler des élections présidentielles. Et les élections présidentielles, les enjeux sont très différents par rapport aux élections communales ou aux élections législatives, par exemple. On peut se permettre de même dire qu'au niveau de la Sénat, parce que la majorité des acteurs se retrouvent au niveau de la mouvance et qu'ils ont travaillé de tout temps avec le chef de l'État, qu'il y aurait trucage. C'est un schéma que je vous donne, par exemple. Mais n'oubliez pas que nous avons tellement évolué avec ce que nous appelons les plateformes numériques. Les élections qui se passent, par exemple, au Bénin, quand vous prenez chaque circonscription électorale, vous avez la possibilité de connaître le jour même ce qu'il y a comme résultat. Si la mouvance arrive à obtenir peut-être un suffrage pour le compte du département de l'Atlantique, je dis un truc assez bête, hein, de 1000 voix, et que l'opposition est arrivée à avoir peut-être 10 000 voix, comment est-ce que la Sénat pourrait arriver à balancer les chiffres en faveur de la mouvance? Si tant est que on devrait procéder par exemple à un trucage. Donc pour moi, le débat aujourd'hui, c'est nous sommes tous égaux devant la loi, nous partons pour des élections crédibles et transparentes, nous travaillons et nous remportons les élections. Si nous ne travaillons pas à convaincre la conscience collective à partir des candidats que nous proposons, et si nous-mêmes, nous ne mettons pas en place des stratégies politiques pour gagner les élections, demain, ne soyons pas les premiers acteurs à dire que voilà, la mouvance nous a damé l'opinion parce qu'il y a positionnement de tel ou tel acteur au niveau de la Sénat ou autre institution.